épisode, votre nouveau rendez-vous consacré aux séries télé, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. Ici, on débriefera comme d'hab, on analysera toujours, on s'écharpera, pas aujourd'hui apparemment, mais tout ceci dans le respect du produit ou pas, parce que je vais me charger d'être la méchante aujourd'hui, ça me fait plaisir. Des larmes, du sang, de la sueur et du drama, puisque ce nouveau numéro est consacré à Dame Shonda, fournisseuse officielle d'émotions fortes depuis 2005, et le lancement de sa série médico-sentimentale Grey's Anatomy, qui revient sur TF1 pour encore une autre saison. L'occasion pour deux Shonda addicts de passer au crible love de Dr. Rhymes, Marie Turcan et Renan Cros. Bonjour. Salut. Hello. Ils sont donc en train de faire du clavier avec les doigts. On ne jamais sur le générique. Bref, cool. Avant leur déclaration d'amour que je m'engage à tempérer, l'info du jour. Et une troisième saison pour le revival de cette série. On est clairement sur un clavier djembé. C'est tout en musique aujourd'hui. Sur un Manu Katché clavier, quoi. La saison 2 sera diffusée cet automne, la saison 2 de Will and Grace, mais peut-on vraiment l'appeler saison 2 ? La saison 2 du revival de Will and Grace, tout ceci est très compliqué. Ça sera diffusé cet automne, mais ABC a déjà annoncé 18 nouveaux épisodes des aventures de Debra Messing et Eric McCormack. Est-ce que vous êtes content ? Ah mais trop. Mais genre la vie. Donc en fait tu t'engages à parler comme un ado pendant toute cette émission. C'est trop bien. C'est trop génial. C'est trop bien. Non mais c'est vraiment le meilleur retour improbable avec Will and Grace. On se demandait un peu ce qu'ils avaient encore à nous raconter. Et en fait on avait oublié à quel point on les aimait. C'est drôle, c'est politique. Megan Mullally, l'actrice la plus drôle du monde, celle qui joue Karen. L'un des derniers épisodes qui a été diffusé où elle veut faire un gâteau en l'honneur de Donald Trump est extrêmement drôle. Parfait, sans faute, 3 saisons de plus, je suis ravi. Moi je vais faire ma vieille conne. Ça, bah voilà. J'attends toujours pas le retour de Will and Grace, mais parce que j'attendais pas la saison 1 reboot, donc je... Voilà. Mais la saison 1 vraie, là, la vraie, même la vraie, c'est passé au-delà. Ok, bon, c'est maintenant que vous allez être d'accord, je le sais. Une émission sponsorisée par Bon Tant Pis, de toute évidence, tout un retour de Grey's Anatomy pour la 14e saison déjà, ça nous fait pas... Marie était pas née. Ça nous rajeunit pas tout ça. Marie était pas née. Alors cette saison, est-ce que vous l'attendez ou pas ? Est-ce que vous avez décroché à un moment ? Je précise que, sauf erreur de ma part, vous êtes tous les deux très fans des productions de Shonda Rhimes. Extrêmement... Oui, en tout cas, curieux. L'escroc. Moi plus de Grey's Anatomy que les autres. J'ai une petite passion, comme je suis née quand même en 2005 en même temps que la sortie de la série, donc c'est vrai que j'ai grandi avec t'as appris à être une femme avec Grey's Anatomy. J'ai tout appris, j'ai aussi appris à opérer, j'ai appris à conduire à mettre tout de suite un plateau de thoracotomie, qu'on n'en parle plus quoi. Et des fesses chimio, gaz du sang. Ça c'était dans Urgence surtout en fait. Et justement moi c'est ce souvenir là que j'ai de Grey's Anatomy qui était un peu le contre-urgence. C'est-à-dire qu'il y avait Urgence qui était un peu la série un peu flippante, un peu badass, un peu vénère, et Grey's Anatomy c'était la série pour les filles. Alors forcément moi j'ai regardé la série pour les filles, évidemment, extrêmement genrée, mais t'as vu je me dégenre. T'as vu je me genre et je me dégenre, c'est fou. En fait ce qui me fascine avec Grey's Anatomy c'est que ça a beau continuer, je pense que moi je regarde plus Grey's Anatomy, mais je trouve qu'elle a eu un coup d'avance sur la société et sur la vie, c'est que c'est une série qui a pronostiqué 50 Shades of Grey. C'est-à-dire la série qui a raconté avant l'heure qu'on pouvait facilement tomber amoureux de son boss, le fameux Dr Mamour, et que c'était pas forcément une bonne chose, et qu'une relation toxique, peut-être qu'on allait au bout. Et t'avais vraiment besoin d'une série pour ça en fait. Oui, tu sais, moi je suis un peu simple. Il y a un autre truc qui s'appelle Le Monde du Travail. Oui, c'est vrai. Mais non, mais c'est intéressant comme elle a fabriqué cette espèce de fantasme, le fameux Dr Mamour, qui n'y est plus depuis longtemps d'ailleurs. Qui est mort, on peut dire. Oui, c'est vrai qu'il est mort. Attends, moi j'ai dit qu'il est plus, vous dites qu'il est mort, sans déconner. C'était il y a quelques saisons maintenant. Oui, mais justement, moi je m'en suis un peu arrêté là, c'est-à-dire cette espèce de relation toxique, c'est mon boss, mais je suis amoureuse de lui. 50 nuances de Grey avant l'heure. Pour moi, ça n'avait d'intérêt que de ça, qui était un peu de titiller l'érotisme au travail. Le reste, c'était quand même pas grand-chose. Tu te trompes, Renan. Tu te trompes sur toute la ligne. Déjà parce que le Dr Mamour et Meredith Grey formaient le couple le plus parfait à partir de 3-4 saisons. Globalement, on a eu cette espèce de tension, d'accord, en 2005. Quand t'étais encore un peu jeune avec des émois, des pulsions, mais au fur et à mesure... Et qu'il était encore marié. Moi, oui. Oui, Renan ou Dr Mamour. Dr Mamour. Les deux. Ceci dit, la série a vite évolué et aussi bien Derek et Meredith que d'autres couples ont commencé à être des couples assez solides et assez forts, et justement à l'inverse de ce qu'on disait de la série au départ. Tu sous-entends donc en 2005, que le couple de Christian Grey et Anastasia n'est pas solide? C'est un autre débat. Il est basé sur d'autres fondations, on va dire. Fondation de cuir.
au départ, on l'a quand même vu comme une série pour ados, Grey's Anatomy. Tu dis pour les films, je vais être un peu moins stéréotypée. J'ai dit pour les films, je m'inclus dedans, donc c'est. La 14e saison, c'est vraiment une série contemporaine. Grey's Anatomy, c'est une série qui parle de viol, de violence, de racisme, qui parle d'énormément de choses, qui est très très contemporaine et qui est très consciente du public qu'elle a et du message qu'elle arrive à faire passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Grey's Anatomy, ça fait encore 9 millions, là ils sont à 8,8 millions de téléspectateurs par semaine. C'est énorme quand on pense à la longévité qu'elle a au bout de 14 saisons. C'est plus les 15 millions des débuts, certes, mais avec 8 millions. Faut quand même comparer, parce qu'on va parler de Scandal et de How to Get Away with Murder après. Grey's Anatomy, ça fait le double de ce que fait Scandal et How to Get Away with Murder. Ça reste un mastodonte qui a une empreinte sur la société. Là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, au début, la série a été un peu vendue comme l'anti-urgence. C'est-à-dire la série où on n'opère pas, mais où on parle de ses sentiments au-dessus de gens qu'on est en train d'ouvrir en deux. Et de plus en plus, au fur et à mesure des saisons, ça a changé, en fait. C'est-à-dire que c'est même devenu, par moments, une vraie série tragique. Genre, cherchez juste sur Twitter le nombre de tops qu'il y a des pires morts dans Grey's Anatomy et des moments de chialade intense. Il y en a quand même un paquet. Pour moi, c'est un peu le problème, c'est que elle s'est construite contre les modèles d'urgence. C'est-à-dire, en gros, c'était la clinique de la forêt noire en version un peu plus écrit, un peu plus travaillé, avec justement la patte Shonda, c'est-à-dire un sens du rythme, un sens des personnages. Et petit à petit, la société oblige et l'évolution des séries oblige, elle est devenue, en fait, urgence. Elle est devenue cette espèce de série violente sur, justement, les conflits raciaux entre les personnages. Ce qu'on avait déjà dans Urgence. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il y a la patte Shonda Rhimes, et donc il y a le progressisme qui est hyper intéressant chez elle. Il y a les évolutions émotionnelles des personnages. Il y a ces morts stupides et un peu tragiques aussi, parce que parfois elles sont un peu stupides. Et nécessaires. Mais oui, ça devient un peu une blague. Mais en fait, on peut parler de George O'Malley. S'il y avait que lui. It's George! Non, mais oui, c'est quelque chose c'est devenu une blague méta. Grey's Anatomy, maintenant, elle a même cette capacité de devenir méta un moment avant que Christina Young parte. Et elle avait une conversation avec un autre personnage où elle a dit, mais tu te rends compte de notre vie, mais c'est quoi cette vie à chaque fois? C'est toujours si elle dit pas à chaque épisode, il y a un mort, où elle dit, mais tu vois, tous les 6 mois, ce qui nous arrive, et elle fait la liste de tous les trucs, l'accident d'avion, le ferry, le shooter, la prise d'otage. Et en fait, qui arrive à s'auto-référencer et qui le fait de manière très intelligente. Elle est, pour moi, à la limite de devenir un peu camp et de voir limite un peu kitsch, mais c'est ça qui la rend. Mais c'est ça qui fait. Je suis pas d'accord. Oh là là, elle a été contredite dans sa propre. Non, c'est pas vrai, parce que pour mettre enfilé de nombreux épisodes de la saison 14, des épisodes, il y a quelque chose d'extrêmement intelligent dans la manière dont ils construisent aujourd'hui la narration. Notamment là, il y a un épisode 7 où t'as que des références au premier épisode de la saison 1. Et donc c'est une espèce de rappel aux fans en leur disant, on va vous récompenser quand même. On sait d'où on vient, et on sait où. Du coup, on vous rassure un peu, on vous dit où on va. Et donc dans cet épisode, t'as en fait des patients qui arrivent, qui leur font penser à Christina, Grey, O'Malley et Izzy. Et donc pendant tout l'épisode, non seulement il y a les personnages qui bug et qui font mais il ressemble vachement à, tu sais, à là, mais en plus t'as la même musique qui reviennent avec une instru différente. T'as le même générique, t'as le générique classique, mais avec un fond, parce que le générique de la saison 1 était différent des autres saisons. Et donc c'est juste, faut être un peu fanardos, mais d'un côté ça rassure quand même les gens. Elle n'a plus qu'à raconter. En fait, Grey's Anatomy ne fait plus que se raconter elle-même. C'est ça que tu. Non, j'ai dit que c'était un épisode bonus parmi une saison qui était beaucoup plus grande que les autres, notamment avec plein de. Après, c'est Shonda Rhimes qui profite aujourd'hui de son statut de je peux dire ce que je veux et peut faire ce pour changer le monde. Ah oui. Là, elle est dans un objectif vraiment didactique de changer le monde. Chaque épisode, elle, c'est Miranda Bailey, donc c'est la chief aujourd'hui. C'est Shonda Rhimes, enfin c'est elle qui fait passer tous ces messages à travers elle. Dans les premiers épisodes de Nazi. Qui n'ont pas traduit ça en français d'ailleurs, c'était autre chose. Dictateur, je crois. C'est ça. Comme ça. Et donc chaque épisode maintenant t'as Miranda qui va dire quelque chose. Là, dans un épisode, elle regarde ses talons et elle dit à son mec, c'est quoi cette oppression des talons? Et en fait, c'est évidemment c'est un pep talk féministe. Voilà, mais à chaque c'est un TED talk et un pep talk en même temps féministe. Et c'est pas désagréable de savoir que cette série-là existe et touche 9 millions de personnes par semaine. Est-ce qu'on a le droit de dire sans que ça vous agace ou sans que ça t'agace, Marie, que peut-être le personnage qui donne son nom à la série est possiblement le moins intéressant de la série. Oh là là, elle est choquée. Elle est choquée. Ouais, je savais, je m'en doutais. Non, mais je vais. Moi, je suis d'accord. C'est vraiment, c'est Anastasia Steele, quoi. J'écris mon journal intime et oh là là. C'est une personne incroyable. C'est un personnage qui est tellement sous-estimé depuis le début de la série. C'est un personnage qui est en dépression depuis 10 ans. C'est un personnage gloomy Meredith. Ouais, mais qui était en burn-out. Elle me fait mort 3 fois, quand même, ou au moins 2 fois. Ça va. C'est un personnage sous-estimé. Elle est depuis 2 saisons un espèce de fantôme d'elle-même.
femme qui est magnifique à voir parce que son mari est mort. Et plus jamais elle aimera comme elle a aimé. Elle le dit ouvertement, même quand elle a dit... On n'essaye même pas de nous faire croire qu'elle va retomber amoureuse. Quand on lui demande si elle est amoureuse, elle se dit « J'ai eu un seul grand amour dans ma vie ». Et elle est d'une force et d'une espèce de stature. Et quand on voit de plus en plus, là, le but, c'est d'essayer de nous raconter comment elle devient comme sa mère. Et quand on voit le jeu d'actrice, là, très récemment, où elle va gagner un grand prix, je peux te dire, c'était il y a 6 épisodes, elle gagne un prix très important. Et du coup, on dit, bah regarde, c'est un peu comme sa mère. Et tu la vois opérer. Et quand tu connais le jeu de l'actrice qui jouait sa mère dans les premières saisons, mais c'est exactement ça. Elle opère une métamorphose. Elle se transforme en sa mère, mais c'est pas de bon augure, hein. Faut quand même rappeler que sa mère était. Mais justement, c'est ça. Ce serait magnifique, mais ça va arriver. Tu pourrais pitcher à Shonda Rhimes, mais je pense que ça va arriver évidemment. Mais le problème est pas que c'est très intéressant tout ce que tu décris là, mais au milieu, on a dû se taper quand même un peu n'importe quoi pendant 2-3 saisons. Ouais, mais il y a Alex Kareff et ça. Oui, voilà. Il n'y a plus que lui d'ailleurs. Ok, donc. Moi, j'ai vraiment abandonné à un moment où ça devenait un peu les pieds nickelés font des opérations et c'était un peu improbable. Ils se couraient après dans les couloirs, c'était drama, il y avait des prises d'otages, des trucs, j'étais genre trop. T'as pas aimé Lexipédia ? Non. T'as pas de cœur. Non. C'est tout, ce sera ma conclusion pour Grey's Anatomy. Il fallait un truc un peu tranché. On passe à la suite de l'univers Shonda Rhimes, bien sûr. J'adore cette virgule, je voudrais ça dans ma vie tout le temps. Des tenues immaculées, du vin rouge en grande quantité et pas une seule tache. C'est ainsi que je pitcherai Scandal. C'est comme un peu j'ai jamais vu ça, moi. C'est la partie la moins crédible de toute cette série. Elle est habillée en blanc tout le temps, elle boit du vin rouge tout le temps, jamais une tache. Alors, c'est Scandal, ça que je trouve le moins crédible dans la série. Non, je plaisante. C'est donc Olivia Pope qui est appelée sur tous les cas les plus désespérés pour effacer des traces, résoudre des problèmes. Et qui plus est, plus les gens sont haut placés, mieux c'est. Mais ça devient quand même un peu... Non ? Ce qui est assez génial avec cette série, alors il y avait Grey's Anatomy qui était vraiment un succès d'audience, et Scandal a montré la patte auteur de Shonda. Pardon, on dit Scandal. Scandal. Faut le faire un peu en... Je ne me caresserai pas à l'antenne. Donc le Shonda Rhimes en fait a marqué sa patte auteur avec cette série parce c'est tellement n'importe quoi. C'est tellement surécrit. C'est tellement là ouvertement camp, c'est-à-dire c'est artificiel, les personnages en jouent. On le dit une bonne fois pour toutes, Kerry Washington est la pire actrice du monde. Voilà. Mais en fait, je crois que c'est pour ça qu'on regarde Scandal. C'est-à-dire qu'il y a un côté telenovelas chic. Et donc, c'est assez fascinant à regarder. C'est globalement, enfin, si on a un peu de recul, c'est pas bien. Mais contrairement à ce que sera How to Get Away with Murder, parce que pour le coup, ce qui me semble être une série beaucoup plus importante, là, il y a un côté Scandale, il y a un côté défouloir. Oui, sauf que Scandale, au début, en dehors de Kerry Washington, qui reste donc du coup toujours à part, il y avait des vrais personnages à côté qui étaient très intéressants, dont les mécaniques ont été cassées dès la fin de la première saison. Les personnages comme Huck, comme... Mais ça marchait, ça devient plus rien, en fait. Ils ont des parts... C'est-à-dire qu'elle avait une intrigue, elle avait un truc très fort. Melly, quel personnage génial. Pardon, j'ai prendre la parole avec un oh là là. J'ai vu. T'as vu comment te... Pour moi, Scandale, c'est tout ce qu'on devrait reprocher à Aaron Sorkin qu'on reproche à Scandale. C'est une espèce de... Non mais c'est exactement ça. C'est tu viens de te faire buter par walk and talk. C'est un walk and talk permanent. Donc les personnages qui vont vite, qui font des grands discours, ils sont hyper élitistes, ils se comprennent entre eux, mais même si toi tu comprends rien, c'est pas grave. Et puis rien ne va. Et puis de toute façon tout le monde est mu par quelque chose de plus grand qu'eux, mais en fait pas vraiment. Ils veulent juste tous baiser entre eux et il ne se passe absolument rien de très pertinent. Et Olivia Pope, c'est quand même la plus grande excuse pour une figure féministe qu'on connaît. Enfin, pour le coup, une femme qui dépend autant du regard d'un homme, on a rarement vu ça à la télévision, en tout cas en faisant croire que c'était une série très féministe. Je trouve que tout est over the top, mais en plus, après oui, c'est assumé et j'aime bien ce côté. Enfin, moi, je suis victime du succès de Scandale, c'est-à-dire qu'on m'a dit il faut vraiment que tu regardes. Donc c'était il y a 2 ans et je me suis dit ok, je vais commencer à regarder la saison 1. C'était une courte saison, donc c'était genre 9 épisodes. Je fais ok, quand même pas très très génial. On m'a dit non, ça vient super bien la saison 2. Vous savez combien il y a d'épisodes dans la saison 2 ? 22. Je me suis tapé 22 épisodes pour découvrir que c'était quand même nul. Oui, mais c'est nul plaisir. Non, mais ce qui est très drôle, c'est quand même c'est la seule série dans laquelle la comédienne principale te joue l'envie de boire un verre de vin, l'envie de baiser, la colère et la faim de la même manière, avec le même visage. C'est très étonnant. Peut-être qu'elle
paralysie faciale. Elle a révélé une vérité. Peut-être que tout ça se confond dans la vie. C'est très étrange. Mais ce qui est marrant, par contre, c'est que les gens ils ont conscience qu'Olivia Pope boit toujours du vin et du coup, il y a eu un crossover, c'est-à-dire un épisode qui mélange deux séries entre How to Get Away with Murder et Scandal. Très intéressant et d'ailleurs. Et tu vois la promo de ce truc, et la promo, c'est le sceau de la justice qui croise un verre de vin et qui explose comme ça. Et du coup, c'est trop drôle parce que c'est admis qu'en fait, cette série, c'est vraiment une blague, que c'est juste une blague autour du vin. Bois du vin, quoi. Non, mais boire du vin et s'habiller en blanc, ça devient aussi un running, puisqu'il y a la mère d'Olivia dans la dernière saison qui dit, mais est-ce que je peux pas, moi, avoir les mêmes manteaux blancs que toi? Non, mais sérieux, même sa mère lui demande, en fait. C'est quand même un gros souci, quoi. C'est vous dire à quel point c'est une série passionnante, puisqu'on est à parler de manteaux et de verre de vin. Mais non, mais il y a des personnages que je sauve quand même. Hein. Cyrus Bean est un personnage absolument génial, moi, je trouve. Oui, mais le problème, c'est que tout ça, c'est construit autour d'un vide, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a plus rien à raconter depuis très longtemps, cette série. Je fais la tête de Olivia Pope, mais comme c'est de la radio, ça se voit pas. Mais en fait, j'ai l'impression que Scandal a remplacé Dynasty. Oh, c'est méchant pour Dynasty. Bah ouais, mais Dynasty. C'était bien Dynasty. Ouais, mais on adorait Dynasty, mais il y avait John Collins et c'était vraiment pareil, hyper camp. Elle se tirait les cheveux, elle se tapait. Ouais. Ça manque peut-être un peu de baston dans mais il y en avait au début. Hein. Oui, il y avait de la torture, de la baston, mais là c'est fini. Non, rien. Ouais, ici, nada. Ouais. On sent que ça se. On veut qu'elle tombe dans les escaliers, se chamaille dans une fontaine. Que quelqu'un la pousse, quoi. Enfin, n'importe quoi. Qu'elle se batte avec Mélie. Enfin, que quelqu'un jette de la gelée dessus et qu'on n'en parle plus. Allez, série suivante. Je rappelle que cette émission est donc sponsorisée par les instruments imaginaires. Et bon, tant pis, How to Get Away with Murder. Alors, je sais que c'est ta passion. Orgasme. Orgasme sériephile. Mais vraiment, c'est un truc. Je ne suis plus étanche devant How to Get Away with Murder. Parce que tout le monde est nu dans cette série. Déjà, c'est un bon point. Énormément de nudité, c'est vrai. Énormément de nudité. Beaucoup. Moi, je crois qu'un des moments les plus dingues que j'ai eu dans cette série, c'est le montage parallèle entre les coïts des différents personnages et une autopsie. Je me souviens très bien. Et j'étais dans la télé, je me disais, voilà, c'est ça que je veux voir dans la vie. La dernière fois, je disais que c'était Nathalie Baye qui mettait des kicks. Moi, à la télévision, je veux voir ça. Il y a un mauvais goût absolu de la série, mais surtout un génie d'écriture. Ce n'est pas écrit par Shonda Rhimes, c'est produit par Shonda Rhimes. Et ce qui est assez génial, c'est que Peter Nowak, qui écrit cette série, en fait, c'est comme s'il avait regardé Grey's Anatomy plus Scandal et qu'il s'était dit, je vais faire une série sur des personnages qui regarderaient des séries de Shonda Rhimes. Et donc, c'est une espèce de truc improbable. Les personnages, vraiment, si vous le racontez aux gens, c'est absurde. C'est l'histoire. Mais c'est-à-dire que l'histoire on s'est éloigné très très loin de l'intrigue de la première saison, qui était le deal de la première saison quand même, qui tenait sur un truc, c'est comment on s'en sort. Enfin, est-ce que le meurtre parfait existe? Toujours, c'est-à-dire que c'est toujours le sujet de How to Get Away with Murder, c'est l'idée que la culpabilité se transmet. Et c'est hyper Hitchcock, donc à partir de là, moi je suis en roulade arrière dans toute la série. Montre. Non, c'est seulement de voir How to Get Away. C'est-à-dire que c'est too much, mais en même temps il y a un côté moraliste. C'est-à-dire que la série, ce que raconte la série, c'est comment, à partir d'un fait, c'est-à-dire le meurtre d'un personnage au début de la saison 1, une espèce de tache d'huile, et on en est donc à la saison 4, et il y a encore les conséquences de ça en saison 4. C'est too much, c'est extrêmement bien conçu, c'est vraiment le prototype du roman de plage qu'on lit, où on tourne les pages pour savoir, voilà, sauf que à l'aune d'une série, ça fait, franchement, pour moi, ce qui est génial dans How to Get Away with Murder, c'est la série oh putain. C'est-à-dire que quand vous regardez un épisode, à la fin vous faites oh putain, et voilà. C'est ça, c'est quand tu lis ton livre sur la plage, mais c'est comme si quelqu'un tous les 10 pages te faisait dans l'oreille, et tu dis putain, encore. Génial. Chaque épisode, mais pourquoi je regarde ça? Je vais continuer. C'est exactement ce que tu dis. Du coup, on peut se demander si Shonda Rhimes a encore les talents, parce qu'on les a pas retrouvés dans Scandal. Donc est-ce que c'est parce qu'elle fait que produire que cette série est tellement différente? Pour moi, elle ressemble à Ryan Murphy, à ce qu'il peut faire en termes de Scream Queens, par exemple, qui est complètement fou et en même temps qui dit des choses. Donc au début, j'avoue que j'ai arrêté à la saison 2, donc peut-être que j'ai loupé saison 3, chef-d'œuvre. Un moment incroyable. Mais je sais que dans la saison 1, elle portait certains messages, comme il y a cette scène incroyable où Annalise juste enlève sa perruque, commence à se démaquiller, et juste de montrer ce que c'est d'être une femme noire en 2017, des choses que l'audience blanche ne peut absolument pas imaginer. Et je sais pas si ça continue ça. Si. En tout cas, c'est quelque chose d'assez fort. C'est assez fort également de montrer des scènes de sexe entre deux hommes, ce qu'on n'a pas beaucoup vu. Et entre deux femmes aussi. Oui, également. Ouais.
de manière assez hot en fait. Enfin que c'est pas juste Modern Family où ils se font des câlins ou ils font que des hugs d'ailleurs ou les petits smacks que tu vois dans Grey's Anatomy justement où le sexe est quand même relativement épuré et pas très crado. On garde son soutien-gorge. C'est une série plus tardive. C'est quand même une série plus tardive, donc c'est pour ça qu'elle peut se permettre. Oui, ceci dit, c'est pas devenu des grosses orgies dans Grey's Anatomy saison 14. Oui, c'est vrai. Mais là, ce qui est très fort dans How to Get Away with Murder, c'est qu'effectivement cette dimension politique a pris le pas sur le côté un peu frénésie, hystérie du récit. Exactement ça. Mais la troisième saison, qui est une saison beaucoup plus dark et beaucoup plus sur l'intimité des personnages, il y a notamment toute une partie où l'un des personnages est en prison. On va pas trop spoiler parce que les saisons sont disponibles sur Netflix. L'un des personnages est en prison et ça permet de raconter ce que c'est que le quotidien des prisons de femmes aux États-Unis. Sûrement il y avait une série Orange is the New Black. Ouais, mais sauf que je pense que ça le raconte de manière un peu moins gaguesque. C'est-à-dire qu'il y a un truc quand même un peu plus rentre dedans. Je sais pas trop. Voilà, il y a des personnages qui sont plus forts à mon avis que ce qu'on voit dans Orange is the New Black. C'est quand même pas très léger. Ouais, mais là c'est vraiment. Je peux pas trop le raconter. Il y a vraiment. Elle se fait vraiment défoncer la gueule et il y a un truc sur justement quelqu'un qui est très haut qui descend très très bas. Voilà. Ça n'annule rien de ce qu'elle a dit juste avant sur Orange is the New Black. Différence majeure avec Scandale, c'est que là il y a une vraie comédienne. Pardon, d'en revenir au jeu. Non, mais enfin voilà, on a un vrai personnage féminin fort parce qu'une vraie comédienne. Et en même temps, Viola Davis, elle frôle en permanence le surjeu. C'est ça qui est assez génial. C'est-à-dire que vraiment, elle a en plus créé un fantasme pour tous les gens qui sont profs, c'est d'écrire un truc au tableau et elle souligne, elle se retourne. C'est ça que tu le fais. Mais je le fais. Et c'est vraiment génial quand elle fait ça. Et surtout, il y a un sadisme absolu du personnage. Ce qui est vraiment très fort, c'est qu'ils ont Comment s'en sortir avec Peter Sellers. Et je fais ça, exactement. Mais ce qui est fort, c'est qu'elle a donné le pouvoir aux autres personnages. Notamment là, dans la dernière saison, c'est vraiment plus les autres personnages qui prennent la place. Et ça, c'est assez réussi. Et puis pour en revenir à la représentativité, c'est rare d'avoir une actrice qui est noire foncé. Ne me dis pas Kerry Washington qui est, c'est vraiment important en termes de représentativité. Il y a un portrait dans le New Yorker de Viola Davis. Oui, je lis le New Yorker. Je sais pas si je lis le New Yorker. Ouais, puis elles ont pas le même âge. Et en termes, je veux dire, et du coup, elle explique un peu comment c'est encore plus compliqué de percer en tant qu'actrice dont la peau est beaucoup plus sombre que les personnes métisses. Donc ça devient un enjeu dans les saisons 3 et 4. Ça devient véritablement un enjeu puisqu'on se retourne contre le personnage d'Annalise Keating et il y a totalement le soupçon de racisme qui est vraiment très bien traité parce que ça pourrait être une ficelle un peu facile parce qu'il y a vraiment toutes les minorités et tout le progressisme de la culture américaine dans la série, sauf qu'à chaque fois il retourne le truc parce que les personnages sont des fiefés enculés en fait. C'est quand même, il faut le dire. Oui. C'est l'association de fiefés et enculés dans mais parce que enculé c'est pas un gros mot, mais fiefé c'en est un. Donc il y a vraiment un truc où les personnages sont extrêmement désagréables. On se dit mais pourquoi elle fait ça, on a envie de la taper. Et c'est ça qui est assez fort, c'est s'attacher à des personnages qui ne sont pas des personnages positifs et qui pensent l'être pourtant. Alors sur le dossier Shonda Rhimes, je suis quand même obligée de mentionner parce que je suis un être malfaisant, The Catch. On en parle cette série. Peter Krause, Mary Enos. Ah non, c'est même pas drôle. C'est très bizarre, c'est très léché, très raté, très. Ils ont voulu faire la main au collet d'Hitchcock parce qu'il y a quand même l'ombre d'Hitchcock qui plane beaucoup sur Shonda Rhimes et puis ils se sont retrouvés avec je sais pas, avec un téléachat. Enfin, c'est vraiment. C'est très étrange. J'étais persuadée que c'était une comédie, un espèce de 28 minutes. Non, ils voulaient faire une sorte de comédie pop, enfin, de film d'espionnage pop, un peu rigolo. C'est qu'à la même époque, il y avait une autre série américaine qui racontait le même sujet. Le nom va jamais me revenir, sur un type qui découvrait que sa copine, en fait, était une arnaqueuse. Et il y a Imposters qui fait ça. Imposters, voilà, c'est ça, merci. On se complète. Et Imposters, c'est 100 fois plus drôle et plus réussi. Et là, c'était du glamour ringue. C'est-à-dire que Mireille Enos, pas très glamour. Du coup, on peut se demander, et je fais ta transition, que va faire Shonda Rhimes sur Netflix maintenant qu'elle a signé son gros contrat? Alors non. Elle va faire des shows de cooking, de cooking show, mais il y a drama avec des gens qui hurlent derrière comme ça. C'est pas mal. Tu t'es brûlé. C'est ça. Non, mais c'est donc Shonda Rhimes a quand même signé un énorme deal pour Netflix, c'est extrêmement important. Quand on sait que Ryan Murphy a signé à peu près le même pour 300 millions, on peut imaginer que Shonda a plus, sachant que qu'elle a en termes d'audience, en termes de elle porte beaucoup plus de choses. Je pense qu'elle possède Netflix à l'heure actuelle. Non, mais pour avoir réussi à avoir un deal exclusif, ça veut dire que plus aucune série elle ne pourra plus développer d'autres séries. Alors à part le spin-off sur Ben qui va devenir un policier dans des saisons sur ABC, tous ces nouveaux projets.
projet. Un truc comme ça. En tout cas, tout va être sur Netflix. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que ce que Netflix attend d'elle, c'est donc de pouvoir ramener des gens et fidéliser une audience. Parce que Netflix, c'est son objectif, en tout cas, à travers elle. C'est qu'est-ce qu'elle va pouvoir développer de nouveau? Est-ce que ils attendent d'elle quelque chose de moins ABC? Est-ce que ça va être un peu plus de folie? Est-ce qu'elle va se permettre des choses plus sombres? Ce qui est intéressant avec Shonda Rhimes, c'est que c'est vraiment la figure du producteur hollywoodien tel qu'on l'avait dans les années 40. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est pas véritablement un auteur au sens, je pense qu'en termes d'écriture, c'est pas quelqu'un qui a vraiment une écriture très forte, mais c'est quelqu'un qui a un style de production. C'est-à-dire que quand vous voyez une série de Shonda Rhimes, produit donc les fameuses séries du Shondaland, puisque c'est quand même la seule nana au monde à avoir créé son propre pays, le Shondaland, et ben, en fait, tout de suite, il y a un rythme, il y a une manière de présenter les personnages, il y a une hystérie en fait, c'est-à-dire que ça va très très vite, qui est caractéristique. Il y a elle et Ryan Murphy qui ont ça aujourd'hui, qui sont capables. Et Aaron Sorkin. Oui, mais Aaron Sorkin, c'était l'ancienne génération. Ah oui, mais c'est de l'hystérie qu'on ne qualifiait pas d'hystérie parce que c'était par un homme blanc fait avec beaucoup d'hommes. Oui, mais sauf que je pense que le bon goût était plutôt du côté de Aaron Sorkin. Alors là, ce qui est génial avec Murphy et Shonda Rhimes, c'est qu'ils emmerdent le bon goût. Et à partir de là, c'est des gens qui m'intéressent. Qui le leur rend bien. Et à mon avis. Et là, elle a une nouvelle série, donc. Un petit mot, For the People. Qui s'appelle For the People, qui va être diffusée sur Canal+ série, qui est en gros une série sur les avocats. C'est nouveau, ça. Donc en fait, elle fait des séries que sur des gens qui portent des uniformes, on est d'accord. Elle fait des fiches métiers. Elle fait des fiches métiers. C'est une conseillère d'orientation. Et franchement. Bientôt une série sur les garagistes. Ce serait génial. Avec des problèmes de joints de culasse. Mais là, il y a vraiment, ça commence. C'est des gens qui marchent dans un couloir, et puis ils sont sur un banc, et puis ils attendent un truc. Et tout de suite, on sait qu'on est chez Shonda Rhimes. Parce que les acteurs. Il y a des gens qui marchent. Oui, et non, parce que les acteurs sont un peu trop beaux pour être honnêtes. Parce que les acteurs surjouent un poil. Et vraiment, au départ, vous ricanez, vous êtes là genre, allez, ok. Donc en gros, c'est deux teams, c'est les procureurs et puis les avocats plus ou moins commis d'office. Ouais. Et en gros, évidemment, l'enjeu de la série, c'est qu'il y a une jeunette qui découvre le monde, il y a un grand méchant, il y a un couple où chacun est d'un côté de l'autre de la barrière, tout ça. Donc c'est très très écrit. Il y a du vin ou pas? Il y a du vin, il y a du vin. Il y a des personnages de mentors, évidemment, il y a toujours des mentors, donc un de chaque côté. Et ce qui est assez génial, c'est que vous y allez en ricanant, en disant, allez, fais-moi ton truc. Premier épisode, une tentative d'attentat terroriste sur la Statue de la Liberté, et elle doit défendre celui qui a été attrapé. Ben, ça marche. Ça marche parce que tout d'un coup, elle fait un discours sur la présomption d'innocence, tout ça. Ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a la musique qu'il faut au bon moment, il y a le rythme qu'il faut, c'est rapide, ça va vite, les personnages sont attachants. On a l'impression, en fait, et je pense que c'est ça le génie de Shonda Rhimes, qu'on a toujours un coup d'avance sur elle, et quand on croit qu'on l'a dupée, elle arrive, elle fait non, en fait, je t'ai niqué. Ouais. Si je vous demande une petite reco à tous les deux. En rapport avec Shondaland ou pas, bien sûr. J'allais dire la vie. The Catch. La vie, parce que. Ok, on s'arrête là. Marie, une recommandation? Ce ne soit pas la vie, moi, comme on parlait de dépression dans Grey's Anatomy, je suis en train de regarder la saison 3 de Love, et comme j'avais détesté les 2 premières saisons, il faut que je dise que cette saison 3 est particulièrement réjouissante. Non, mais c'est vrai, elle est pas du tout affreuse comme l'étaient les 2 précédentes. On parle de gens un peu plus désabusés, mais qui essaie de s'en sortir avec un petit peu moins du côté de Judd Apatow qui avec des ados, des éternels ados. Là, on sort un peu de ça. On a des personnages secondaires qui se développent. Donc, il faut le dire, accrochez-vous, regardez. Je peux quand même faire Marocco ou non, c'est la vie. Non, c'est la vie. Love pour Marie, la vie pour Renan. Notre temps est. Merde. C'est dommage. C'est Dallas. Regardez Dallas. Dallas, c'est la vie. Regardez l'intégrale de Shonda Rhimes. Ce sera le conseil du jour, et avec un verre de vin, sans vous tâcher, et ne vous habillez pas en blanc. Merci beaucoup Marie Turcan, merci beaucoup Renan Cronex. Cet épisode c'est terminé, rendez-vous mardi prochain, même heure. Le mercredi, c'est un fauteuil pour 2 sur Séance Radio. Mon ambition comme acteur dans mes films, c'est surtout de servir le film. Où en fait, moi je me suis dit, d'accord, ce qu'ils sont en train de dire, je le ressens aussi. Asseyez-vous sur le fauteuil de Séance Radio. Merci beaucoup et à très vite sur Séance Radio. Avec plaisir, merci beaucoup. À 19h et sur toutes les applications podcast.